ensemble en direct jusqu'à 20h pour Europe Soir Week-end avec notre invité politique ce soir, François Asselineau, candidat de l'Union populaire républicaine. Bonsoir monsieur Asselineau. Bonsoir. Merci d'être sur Europe 1. On va bien entendu évoquer ce 10e jour de guerre en Ukraine. On va aussi parler de la campagne présidentielle, le rôle d'Emmanuel Macron. Il monte aussi dans les sondages. On va vraiment balayer l'actualité avec vous pendant 45 minutes. Tout d'abord, vous aviez jusqu'à hier soir, 18h, pour récolter vos parrainages pour être candidat. Est-ce que vous avez un scoop ce soir pour nous? Est-ce que vous avez réussi? Au dernier pointage du Conseil constitutionnel, vous en aviez 279. Eh bien écoutez, d'après les pointages dont je dispose, on va monter, mais je doute que nous puissions arriver à la barre des 500 et je le regrette. Alors, c'est un camouflet pour vous? Vous avez réussi en 2017 à vous présenter? Non, mais d'abord, j'attends d'avoir la liste définitive, puisqu'il peut y avoir des surprises dans les deux derniers jours. Et donc, je pense qu'on va encore monter, mais effectivement, je pense que le retard maintenant est trop important. Mais je m'exprimerai sur notre chaîne de télévision, UPR TV, je m'exprimerai lorsqu'on aura la liste définitive, et j'expliquerai aux gens qui veulent bien m'écouter comment cette campagne s'est passée, et notamment comment s'est passée cette recherche des parrainages. Voilà. Alors comment elle s'est passée cette campagne, François Asselineau? Il y aura des scoops, il y a des petites choses que je vais expliquer. Vous voulez rien nous dire ce soir? Non, j'attends de voir les résultats. Voilà. Vous avez quand même salué l'initiative de François Bayrou qui avait fait une sorte de réserve de signature de maire éventuellement pour donner justement à des candidats qui étaient en mal de signature? C'est l'un des problèmes. Savoir à qui il les a donnés. Et il les a donnés à qui alors? Eh ben, écoutez, on verra ça. Je rappelle qu'à la dernière élection de 2017, à la présidentielle, vous aviez récolté 332 000 voix, 0,92% des suffrages exprimés. Ça vous ennuie que Nathalie Arthaud, de Lutte ouvrière, qui a fait moins que vous, puisse se présenter, elle, à l'élection présidentielle? Non, franchement, je ne suis pas jaloux du fait que d'autres personnes puissent être candidates. Honnêtement, je trouve que c'est normal, d'ailleurs. Donc, je trouve ça très bien. Elle représente une sensibilité très minoritaire, mais ce sont des militants. Les militants qui sont sur le terrain, on constate, sont très, très présents. Non, ce que je regrette, c'est que l'élection présidentielle comporte une série de billets de travers qui font qu'elle est truquée, cette élection présidentielle. Elle est truquée, carrément. Oui. Pourquoi elle est truquée? Déjà, par exemple, au jour d'aujourd'hui, nous sommes quand même le 5 mars, l'élection, le premier tour a lieu le 10 avril, et nous ne savons pas quelle est la liste officielle des candidats. Écoutez, je vous mets au défi de trouver une grande démocratie occidentale où il y ait cette situation. Ça n'est pas normal. Normalement, regardez aux États-Unis, par exemple, les grands candidats sont connus en général au mois de juillet pour le premier mardi de novembre. Ouais, mais il y a des primaires aux États-Unis, c'est un autre système. Il y a deux grands partis aussi. Hein. Oui, il y a beaucoup d'autres partis qui sont les candidats d'ailleurs des autres partis. Vous savez qu'à chaque fois, il y a 13 ou 14 candidats d'ailleurs à l'élection présidentielle. Oui, mais vous savez très bien que ces deux grands partis, les démocrates et les républicains. Je ne vais pas vous apprendre la politique américaine, François Asselineau. Non, mais je sais très bien aussi que les médias font en sorte que le système ne bouge jamais. Il y a aussi des candidats qui parfois suscitent un petit peu d'intérêt et qui sont cantonnés toujours dans la marginalité médiatique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, eh bien, vous avez quand même 3-4 mois pour permettre aux vrais candidats de débattre. Alors que nous, écoutez, ce n'est pas moi qui l'invente. Regardez ce qui s'est passé depuis le printemps 2021. On a vu débattre dans les radios, dans les télévisions, des gens comme Xavier Bertrand, Michel Barnier, Sandrine Rousseau, Montebourg, etc., qui sont des candidats qui, en définitive, ne sont pas candidats. Bah, c'est parce qu'ils étaient candidats à des primaires, c'est pour ça. Oui, non, Montebourg n'était pas candidat spécialement à une primaire. Michel Barnier, oui, mais vous voyez bien, c'était la primaire de la droite. Je ne dis pas qu'ils ne devaient pas avoir droit à la parole, mais ce que je sais, c'est que des candidats déclarés, comme par exemple Madame Arthaud ou Monsieur Poutou ou moi-même, nous avons eu quasiment 0. Moi, j'ai eu 0. Mais regardez, vous êtes là, François Asselineau, pendant 45 minutes et vous pouvez parler aux auditeurs. Oui, alors je m'attendais évidemment à ça, mais je vous en remercie. Mais vous êtes trop malin pour ne pas comprendre qu'une élection présidentielle, ça s'échelonne sur un an et demi de préparation. Regardez comment a été lancé Monsieur Zemmour. Ça a commencé au printemps de l'année dernière. Donc il a fait l'objet d'une promotion absolument extraordinaire.
qui n'est fondé sur absolument aucun critère correspondant à ceux du CSA. Donc il y s'est passé quelque chose avec la candidature Zemmour. Il y a des bonnes fées qui se sont penchées sur le berceau de monsieur Zemmour, et ces bonnes fées ont refusé de se pencher sur mon berceau. Si vous n'arrivez pas à recueillir 500 signatures d'élus alors qu'il y a 40 000 élus locaux, est-ce que ça vous disqualifie pas finalement de cette campagne, tout simplement? Vous savez bien que les élus locaux sont sous pression. Ils sont sous pression parce que leur nom est publié, quel que soit le candidat. Vous demandez un changement de ce système de parrainage? Oui, d'abord, je ne suis pas sûr du tout que finalement, vous savez, il y a beaucoup de maires qui m'ont dit qu'ils ne voyaient pas pourquoi c'était eux qui donnaient leur avis, en définitive. On arrive à cette chose. C'est aussi la démocratie locale. Oui, mais non, parce que c'est les territoires. Vous voyez bien que c'est pas que ça, c'est la théorie. En pratique, vous voyez bien que par exemple que Madame Hidalgo, on en est à 1600 ou 1800 parrainages. C'est la maire de Paris. Oui. Mais non, mais d'accord, mais elle est donnée à 2,5% dans les sondages. Vous êtes à combien, François Asselineau? Mais moi, j'étais donné à 1 ou 1,5, c'est-à-dire. Vous voyez, oui, mais attendez, je ne demandais pas d'en avoir 1200. On voit d'ailleurs 1800. Je vois d'ailleurs des personnes comme Madame Pécresse qui en annonce 2200, 2400. Et pourquoi? Parce que Madame Pécresse ou Madame Hidalgo sont dans des appareils politiques et font pression sur leurs élus pour qu'ils ne parrainent que le candidat du parti. Il y a donc un dévoiement complet, je vous assure, de la procédure des parrainages. D'ailleurs, si vous y réfléchissez un instant, les parrainages, on dit aux maires et aux parrains, on leur dit, et on a raison de le leur dire, que ce n'est pas un vote. D'accord. Mais alors si ça n'est pas un vote, qu'est-ce que c'est? C'est une signature d'élu. Oui, mais donné sur quels critères? Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que moi, j'ai vu beaucoup de maires qui ne savent pas sur quels critères il faut qu'ils donnent leur parrainage. Et moi, j'essaie de leur expliquer que l'élection présidentielle, ça n'est pas l'élection de la présidente de la SPA. J'en parle parce que j'ai fait allusion à Madame Touy, présidente du parti animaliste, qui est tout à fait sympathique. Mais enfin, quelle est la position de la présidente du parti animaliste sur le conflit Russie-OTAN, sur le conflit Chine-Taïwan, sur la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, etc. Donc, en fait, le président de la République, ses pouvoirs sont fixés par un article de la Constitution, l'article 5, qui dit, notamment, il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités. Donc, me semble-t-il, les maires parrains devraient se poser la question devant tel ou tel candidat, est-ce que ce monsieur ou cette dame sera capable, face à quelqu'un comme Poutine, comme Xi Jinping, François Asselineau, justement, d'être le garant de l'indépendance nationale. Vous êtes souverainiste, vous vous en cachez pas. Il y en a déjà 3 candidats souverainistes, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan. Finalement, un 4e, c'était de trop dans cette campagne? Oui, alors vous savez peut-être que je n'aime pas personnellement le mot souverainiste, parce que les personnes que vous avez indiquées ont comme particularité commune de taper beaucoup sur la construction européenne, mais de refuser d'en sortir. Voilà. Oui, vous êtes le chantre du Frexit. Moi, je suis le seul candidat depuis 15 ans. Je n'ai pas changé une seule fois. Il y a un petit peu Florian Philippot qui... Oui, enfin, Monsieur Philippot n'est pas candidat. Donc, non, mais il n'a pas eu ses signatures, lui. Non, il ne les a pas cherchées. Il devrait avoir un parrainage, il ne faut pas les avoir cherchés, même s'il a fait croire aux gens qui croyaient en lui qu'il les cherchait. Mais la réalité, c'est que Madame Le Pen, Monsieur Zemmour, Monsieur Dupont-Aignan sont des critiques de la construction européenne, comme d'ailleurs M. Montebourg ou comme M. Mélenchon ou comme M. Poutou, mais ils ne veulent pas sortir de l'Union européenne, ni de l'euro, ni de l'OTAN. Alors Monsieur Mélenchon dit qu'il veut sortir de l'OTAN, mais comme il veut rester dans l'Union européenne et que la politique étrangère de sécurité et de défense de l'UE est placée par les traités sous l'autorité de l'OTAN. Il se dit non aligné, Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais c'est contradictoire. On ne peut pas être non aligné en étant dans une structure pilotée par l'OTAN par derrière. Mais Nicolas Dupont-Aignan, qui était dans ce studio hier, à votre place, lui, il veut sortir de l'OTAN, il veut remplacer l'Union européenne par une communauté européenne des nations libres, enfin, voilà, grosso modo, la version il y a quelques dizaines d'années, voilà. Donc finalement, qu'est-ce qui vous différencie de ces gens-là? Pas grand-chose. Si, ce qui me différencie de M. Dupont-Aignan, c'est que, comme les autres, il ne veut pas sortir de l'Union européenne, et quand il fait les propos qu'il tient, il stipule pour autrui, comme on dit. C'est-à-dire, expliquer pour nos auditeurs, pour qu'on comprenne bien. Alors, cet endroit, on dit ça, c'est-à-dire qu'il pense que le problème est résolu. Pour changer d'Europe, il faut changer les traités. Et pour changer les traités, il faut avoir... l'unanimité, de toute façon.
Des Il faut États l'unanimité. des 27. Donc, par exemple, l'île de Malte ou le Luxembourg peut empêcher toute modification. Donc vous dénigrez nos partenaires maltais, luxembourgeois? Non, chacun défend ses intérêts. C'est normal que chacun défende ses intérêts. Moi, je ne reproche pas du tout aux pays baltes, par exemple, de défendre leurs intérêts contre la Russie. Mais la France, elle devrait défendre ses intérêts. Le problème de la construction européenne, c'est que l'on a mis 27 États dans une construction qui fondamentalement est factice, parce que si vous demandez dans la rue aux gens que vous croisez combien il y a de pays dans l'Union européenne et qui sont-ils, vous n'aurez pas 1% de réponse exacte sur les 27 pays. Mais donc on met des pays de façon factice et on ne peut pas changer les traités sauf à l'unanimité. C'est pour ça que tous ceux qui vous proposent une autre Europe, une Europe de gauche, une Europe de droite, vous savez, ça fait quand même 60 ans qu'on nous dit qu'on va changer d'Europe. Et le plus grave encore, c'est qu'il n'est pas question en ce moment de diminuer le nombre de pays, mais vous avez vu que l'Ukraine, que Madame Salomé Zourabichvili, la présidente de la Géorgie, à son tour, demande l'entrée de leur pays dans l'Union européenne. On va y venir et on se doute bien pourquoi ils le demandent avec cette guerre en Ukraine. On revient dans un instant, François Asselineau. On va pouvoir développer justement cette demande d'entrée dans l'Union de ces pays. À tout de suite sur Europe 1. 19h29, on continue notre interview politique dans Europe Soir Week-end avec François Asselineau, le candidat malheureux. Vous ne participerez pas à la présidentielle parce que vous n'avez pas réussi à avoir vos parrainages. Attendons quand même. Oui. Bon, on va attendre lundi soir les propos du Conseil constitutionnel. Vous représentez l'UPR, l'Union populaire républicaine. On vous connaît finalement assez mal, François Asselineau. Vous avez 64 ans, vous êtes énarque, haut fonctionnaire. Vous m'arrêtez si je me trompe. Jusque-là, c'est bon. Et vous parlez beaucoup d'Union européenne. Vous voulez en sortir avec le Frexit. Avec cette guerre en Ukraine, vous trouvez pas que la France, dans ces temps troublés, est plus forte dans l'Union que hors de l'Union? Non. Vous savez que je propose la sortie également de l'OTAN et depuis 15 ans. Pourquoi? Mais parce que, en fait, loin de nous renforcer, cette appartenance, cette double appartenance qui en fait va de pair, puisque pratiquement tous les pays de l'Union européenne sont dans l'OTAN. Pas tous. Presque tous. Il y a la Suède et la Finlande qui n'y sont pas, mais il y a de fortes pressions des États-Unis pour qu'ils y entrent. Restera après l'Autriche, l'Irlande et puis Malte qui n'y seront pas. D'ailleurs, au passage, c'est bien parce que la Turquie est dans l'OTAN qu'il y a ces propos récurrents des États-Unis qui demandent l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Donc, ils essayent de faire coïncider les deux périmètres. Moi, ce que je dis, c'est que notre appartenance à l'Union européenne, à l'OTAN, loin de nous renforcer, en fait, nous entraîne dans des alliances automatiques qui risquent de nous entraîner vers la guerre. Et je vois qu'il y a des gens qui comparent Poutine à Hitler, alors que ça n'a strictement rien à voir, et la situation actuelle à 1939. Attends, restez sur l'Union européenne. Mais ce que je veux dire simplement, c'est que je pense que la situation actuelle n'est pas 1939, c'est 1914. C'est-à-dire que nous sommes liés par l'Union européenne et par l'OTAN à des pays qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts que nous. Je le disais à l'instant, par exemple sur les pays de l'Est. Alors quels pays sont liés à nous ? Par exemple les pays baltes, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne par ailleurs, la Hongrie, la Bulgarie, la Roumanie, tous ces pays qui ont été sous le joug de l'URSS et qui donc... Avec le pacte de Varsovie, qui sont donc extrêmement hostiles à l'Union soviétique et on peut les comprendre. Et moi je les comprends. Mais la France, c'est autre chose. Nous sommes au bout, à l'extrémité occidentale de l'Europe, et la France, elle a un intérêt pluriséculaire à être en bon terme avec la Russie. C'est d'ailleurs pas moi qui le dis, c'était Charles de Gaulle qui le disait et qui l'avait mis en pratique. Lorsqu'il s'était rendu compte dans les années 60 que la France risquait d'être sous domination américaine par justement la construction européenne, il avait premièrement reconnu le régime de Mao Tse-tung en Chine. C'était pas qu'il était communiste, c'est simplement qu'il avait voulu un contre-pouvoir, un équilibre. Et il avait également lancé la politique de détente avec l'Union soviétique. C'est quand même lui qui s'était rendu en 66 là pour on la voit grande François commission Asselineau mixte. Quand même que déjà Emmanuel Macron est président du Conseil de l'Union européenne, donc il est à la manœuvre. Grosso modo, tous les conseils se passent avec la France qui dirige. Et là, on voit une Europe unie finalement face à cette guerre en Ukraine. Vous n'avez pas de voix discordante, donc là, c'est une Europe forte, c'est une Europe unie. C'est ce que vous souhaitez, non ? Mais non, je ne souhaite pas ça parce que qu'est-ce que vous souhaitez ? Vous souhaitez une individualisation des États ? Éventuellement des alliances, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Là, est-ce que les Français se rendent compte
que nous sommes en train de donner des pouvoirs à Madame von der Leyen qui se les approprie pour acheter au nom de l'Union européenne pour 450 millions d'armes qu'elle va donner aux Ukrainiens pour qu'ils aillent se battre. Vous savez très bien que c'est les États qui sont à la manœuvre. Les États, c'est eux qui font l'Union européenne. Pas du tout. Lorsque Madame von der Leyen décide qu'il faut fermer vos collègues de RT et de Sputnik, de Russia Today, de Russia Today. D'ailleurs, au passage, moi j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les journalistes, de voir que Russia Today, où il y a quand même 170 Français ayant une carte de presse de journaliste, vous regrettez cette fermeture de... Bien sûr, c'est quand même tout à fait scandaleux, de même que si Madame von der Leyen demain, parce que vous auriez une chronique qui aurait déplu, d'un seul coup disait qu'il faut fermer Europe 1. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais est-ce que vous regrettez la censure qui est en ce moment en Russie avec cette loi qui vient d'être passée par Vladimir Poutine, où finalement on n'a même pas le droit de dire le mot guerre, où finalement les journalistes occidentaux doivent quitter le pays parce qu'ils ne peuvent plus exercer dans des bonnes conditions? Est-ce que finalement on n'est pas dans la même... Mais je ne suis pas un défenseur de Vladimir Poutine. J'essaie de défendre les intérêts de la France et la vérité. Voilà. Et quand vous savez ce que dit un dicton qui dit la première victime de la guerre, c'est la vérité, parce que bien sûr qu'il y a de la propagande de guerre du côté russe. Mais enfin, quand je vois les télévisions et les radios françaises, c'est quelque chose d'absolument hémiplégique, où on présente systématiquement Poutine comme le grand méchant loup et Vladimir Zelensky et les Ukrainiens comme des anges. Non, la réalité est beaucoup plus compliquée que ça. D'ailleurs, vous savez, j'ai vu des sondages qui montrent que les Français ne s'y trompent pas. Et là-dedans, il y a beaucoup à dire sur le rôle de l'Ukraine, sur la personnalité de M. Zelensky, qui est un escroc notoire, qui est lié à la pègre, qui a détourné d'ailleurs 41 millions de dollars. On le sait. Allez vous renseigner sur Internet. On sait également, si vous voulez, que les Américains n'ont pas respecté la promesse qu'ils avaient faite à l'Union, à Gorbatchev en 1991, de ne pas pousser leur avantage et de ne pas faire rentrer dans les pays de l'Est dans l'OTAN. En attendant, on voit des milliers de personnes dans de nombreuses capitales européennes qui saluent le courage de Volodymyr Zelensky. Il apparaît comme un héros face à l'envahisseur russe. Alors vous, en fait, ce que vous dites, c'est vous êtes poutinophile, grosso modo. Non, je dis simplement que les gens qui se mobilisent pour Vladimir Zelensky, ils se mobilisent parce qu'ils ont entendu ça à la télé, à la radio. Mais par exemple, ils ne se mobilisent pas sur les crimes épouvantables qui se passent à l'est du Congo parce qu'on leur en parle pas. Ils ne se mobilisent pas non plus sur ce qui se passe au Yémen avec les Houthis parce qu'on ne leur en parle pas. Ils ne se manifestent pas non plus contre le régime dictatorial de l'Arabie Saoudite, du Qatar ou du Royaume de Bahreïn parce qu'on ne leur en parle pas. Donc si vous voulez, je ne suis pas là à défendre Poutine. Moi, je suis là pour défendre la réalité et surtout la paix. Parce qu'il y a un risque vraiment de dérapage vers la guerre. Et je rappelle, alors moi j'ai été reçu... C'est la guerre, François Asselineau. Oui, mais attendez. Nous avons affaire avec la Russie à un pays qui a 6250 ogives nucléaires. Nous, on en a 290. Les Américains en ont 5500. Et moi, quand je vais dans des radios et quand on veut bien m'interroger, je pose toujours une question aux journalistes et personne ne me répond jamais. Est-ce que j'ai rêvé, oui ou non, qu'en 1962... à Cuba, qui est un pays souverain, indépendant, Khrouchtchev a installé des missiles et Kennedy, le président des États-Unis, a dit soit vous enlevez vos missiles, soit je lance une troisième guerre nucléaire mondiale. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais c'est vrai. Où en venir, je veux donc en venir au fait que tout le monde les pays occidentaux avaient trouvé la réaction des États-Unis normale. De Gaulle l'avait trouvée normale. Je la trouverais normale. Si demain la Russie mettait des bases militaires le long du Rio Grande, à 100 km au sud des frontières avec la Californie, avec l'Arizona ou le Texas, je serais le premier à trouver que c'est scandaleux et que les Russes doivent retirer ça. C'est ça que veut Poutine. Poutine, il ne veut pas attaquer l'OTAN. Poutine, c'est un homme qui, contrairement à ce que j'entends dire, c'est un joueur d'échecs intelligent, qui est au pouvoir depuis 22 ans et qui a médité son coup. Voilà. Et qui est en train d'imposer, il veut une bande de sécurité de son pays. Si vous étiez président, François Asselineau, ou si vous étiez conseiller du président Macron, vous dites que Vladimir Poutine, il viole le droit international, vous l'avez dit. Oui, je l'ai dit. Alors, c'est quoi la solution pour arriver à la désescalade, à arrêter cette invasion russe? C'est partir des réalités. Comme disait De Gaulle, la politique, c'est l'art des réalités. Les réalités, c'est que Poutine, on peut le regretter, on peut dire tout ce qu'on veut, mais ça ne changera pas la réalité. Poutine et les gens qui l'entourent, il n'est pas tout seul. Poutine, l'armée russe, etc., ne veut pas, empêchera que l'Ukraine entre dans l'OTAN. Point barre. Donc tout ce qui consiste à faire semblant de ne pas écouter, à jouer les saintes nitouches et à pousser l'Ukraine à aller de l'avant vers ses demandes d'adhésion à l'Union européenne et à l'OTAN est voué à être perçu par la Russie comme un casus belli. Donc vous dites, on arrête les négociations pour rentrer dans l'OTAN pour l'Union européenne. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait
par exemple, des bons offices pluripartites. Je vois que le Premier ministre israélien, paraît-il, était ce soir dans un rendez-vous secret avec Poutine. Il parle au président ukrainien, il a rencontré Vladimir Poutine. Je pense qu'il y a les Chinois. Je pense c'est bien qu'il y ait d'autres zones du monde qui soient mêlées. On pourrait avoir le président mexicain, pourquoi pas, et qui viennent, parce que le problème de M. Macron, ce qu'il fait est pas mal. Moi, je suis très critique de Macron, mais là, honnêtement, il essaye en effet de faire aboutir une solution pacifique. Mais le problème, c'est qu'il a un conflit d'intérêts, puisqu'il est dans l'OTAN, la France est dans l'OTAN, donc il est dans le commandement intégré de l'OTAN. Vous sortez du commandement intégré. Et de l'OTAN également. Comme De Gaulle. Donc, ce que je veux dire, c'est que il faudrait qu'il y ait des sages, ou bien la Cour internationale de justice, et par exemple, je pense que la voie de sortie, c'est quoi? C'est que l'Ukraine reconnaisse qu'il y a un traité international qui reconnaisse que la Biélorussie et l'Ukraine n'ont pas vocation à entrer dans l'OTAN, n'ont pas vocation à avoir des bases militaires, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pas plus russes qu'américaines, et sont donc des pays qui respectent la neutralité. C'est le statut de la Suisse. C'est là où vous vous contredisez un peu, parce que vous êtes un candidat souverainiste, donc vous appelez quand même les États à disposer d'eux-mêmes, et finalement vous dites à un État souverain comme l'Ukraine, qui est indépendante depuis 1991, après la fin de l'URSS, à dire « Ah ben j'ai pas le droit de me défendre, donc en gros je peux pas rentrer dans l'OTAN ni dans l'Union européenne ». C'est un peu paradoxal ce que vous dites, François Asselineau. Non, ça n'est pas paradoxal, parce que bien sûr qu'un État est souverain, mais à ce moment-là, vous pourriez dire aussi que les États-Unis ont le droit d'aller bombarder l'Irak et de faire 1 200 000 morts. De toute façon, ils ont pris le droit. Oui, mais ça, je note d'ailleurs que les médias français ont été beaucoup plus discrets pour incriminer le régime américain qui faisait ces horreurs. Donc, alors moi, écoutez, j'en sais rien, j'étais pas là en 2003, donc je ne peux pas vous dire. Je ne vous accuse pas personnellement, mais c'est un fait que nous sommes dans une domination géopolitique américaine, et que lorsque les États-Unis font des horreurs, on a toujours des bonnes raisons pour les excuser, alors que Poutine est présenté comme le diable. J'ai condamné Poutine, de même que j'ai condamné les États-Unis en son temps sur l'affaire irakienne. Mais ce que je dis, c'est que un pays ne peut pas tout faire. Il doit d'abord respecter les règles de la Cour internationale de justice et du droit international. Mais là, il les respecte pas, Vladimir Poutine, les règles de la Cour internationale. Bien sûr, c'est pour ça qu'il faut le condamner. Mais les Américains ne le respectent pas davantage. Et les accords de Minsk n'ont pas été respectés davantage par Kiev. Donc il faut... Il y a eu une annexion de la Crimée quand même. C'est pour ça qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table, je pense, et qu'on arrive à une solution pacifique. Or, la solution pacifique ne peut pas passer autrement que par la déclaration de neutralité de l'Ukraine. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous adhérez aux propos du secrétaire général de l'OTAN, qui ne veut pas envoyer de troupes au sol, qui ne veut pas de zone exclusive aérienne. En grosso modo, on n'envoie pas d'avions dans l'espace aérien ukrainien pour éviter une guerre totale. Vous adhérez à ces propos? C'est heureusement qu'il a dit ça, parce que c'est la sagesse même. Mais vous voyez bien que personnellement, je trouve ça assez infect, si on y réfléchit bien. Infect? Parce que l'OTAN donne des armes à l'Ukraine. L'Ukraine réclme... C'est pas l'OTAN, c'est l'Union européenne, c'est les États. Oui. C'est une force défensive. Le président ukrainien demande que l'Union européenne et l'OTAN viennent l'aider, et à ce moment-là, on dit non, pas du tout. Monsieur Macron, il envoie des soldats et des armements où? En Estonie et en Roumanie, qui font partie de l'OTAN. Vous savez, Poutine n'est pas fou. Il ne va pas s'attaquer au pays de l'OTAN. Le truc qu'il a, c'est que il s'est rendu compte que depuis maintenant 8 ans, depuis les accords de Minsk, et depuis 1991, c'est-à-dire ça fait maintenant 31 ans, eh bien, l'OTAN n'a pas arrêté de grignoter. Et on peut critiquer sa vision du monde, mais c'est celle-là. C'est celle-là. Et donc, il est absolument impératif d'en tenir compte si on veut aboutir à la réalité, et ne pas envoyer les Ukrainiens au casse-pipe, et nous on leur dit allez-y les copains, et puis nous on reste derrière. Quand Moscou s'en prend à la plus grande centrale nucléaire ukrainienne, qui est la plus grande d'Europe, est-ce que c'est un crime de guerre selon vous? Imaginez, elle aurait explosé. Imaginez. Oui. Si Tchernobyl, dit le président ukrainien, c'est un crime de guerre? Je ne sais pas, il faut qu'on voit plus précisément. Vous savez, la propagande de guerre, je connais aussi. Rappelez-vous. C'est une guerre de communication, de toute façon. Bien sûr, rappelez-vous ce qui s'était passé avec les armes de destruction massive de Saddam Hussein, avec Colin Powell qui avait agité une fiole, vous savez, à l'Organisation des Nations Unies, en disant que c'était de l'anthrax dont disposait Saddam Hussein. C'était rien du tout. En fait, la seule partie qui avait des armes de destruction massive dans cette histoire, c'était les États-Unis d'Amérique eux-mêmes, mais ils sont intervenus militairement
en Irak en violant le droit international. Et je rappelle d'ailleurs qu'à l'époque, Chirac et Dominique de Villepin, je connais Dominique de Villepin, je l'avais félicité personnellement, eh bien Chirac avait tenu haut la parole de la France en refusant d'entrer dans cette coalition avec les États-Unis d'Amérique. Alors que depuis, c'était en 2003, en 2022, 19 ans après, vous voyez la dégradation parcourue par la France. C'est-à-dire qu'au lieu d'être la France, qui avait d'ailleurs suscité une approbation planétaire dans 80% des pays du monde, Chirac et Villepin, bravo ce qu'ils avaient fait, et bien maintenant, on apparaît comme les supplétifs des États-Unis d'Amérique. François Asselineau, on revient dans une minute, on parlera des conséquences de cette guerre en Ukraine sur la France, notamment on parlera souveraineté énergétique, on parlera souveraineté agricole. On voit ça dans quelques instants, à tout de suite sur Europe 1. Avant d'en venir aux conséquences concrètes dans la vie des Français de cette guerre en Ukraine, j'aimerais vous poser quand même une question sur les réfugiés ukrainiens. On parle d'1 300 000 personnes qui ont quitté le pays. Éric Zemmour a dit en clair, grosso modo, il n'en veut pas en France, on les laisse en Pologne s'ils veulent bien. Est-ce que vous, François Asselineau, vous dites il faut accueillir des réfugiés ukrainiens en France? Oui, moi je ne suis pas du tout comme M. Zemmour. Dire il faut, enfin c'est totalement inhumain les propos qu'il a tenus. Lorsque des gens fuient des zones de combat, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau ou autre, c'est un devoir de l'humanité même que de les accueillir. Il faut évidemment que ça ne prenne pas un phénomène de déluge. Il faut qu'il y ait une répartition dans les pays avoisinants. Il faut aussi avoir recours. Il y a une institution qui existe, dont on ne parle jamais, qui est le Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies. C'est eux qui communiquent beaucoup justement sur le nombre de personnes qui migrent à cause de ce conflit. Bien sûr, je pense qu'il faut effectivement, s'il y a des misères humaines, ça c'est le principe même de la charité chrétienne. Mais donc vous voyez bien que l'Union européenne sert à quelque chose là. Mais non, parce que l'Union européenne, non, parce que là, vous savez écoutez, comme disait De Gaulle, aux États-Unis, les États-Unis devraient comprendre que le meilleur allié, c'est celui qui sait leur dire non. L'Ukraine, les Ukrainiens devraient comprendre que leur meilleur soutien, c'est celui qui, comme moi, leur dit non, vous ne pouvez pas entrer dans l'OTAN et dans l'Union européenne parce que c'est un chiffon rouge et que vous êtes à côté de la plus grande puissance militaire nucléaire mondiale et que celle-ci considère que c'est une atteinte à sa sécurité. Voilà. Et d'ailleurs, vous ne serez pas sauvegardé, secouru par l'OTAN, et c'est ce qui est en train d'apparaître. Moi, je trouve ça terrible. Je trouve qu'on devrait dire au contraire, vous savez, moi j'essaie de trouver des solutions pour la paix. Il faut que la Russie admette que l'Ukraine est un pays indépendant, mais que ce pays doit admettre, à contrario, qu'il doit rester comme la Suisse, si vous voulez. C'est pas infamant d'avoir un statut de neutralité garanti par les grandes puissances et les Nations Unies. Sauf que là, ils sont agressés par la Russie de Vladimir Poutine. On pourrait parler aussi de ce qui s'est passé dans le Donbass. Emmanuel Macron convoque un sommet exceptionnel le 10 et 11 mars prochain à Versailles pour parler de souveraineté énergétique de l'Europe, de la France, souveraineté agricole. Ça vous plaît pas, ça, la souveraineté européenne, François Asselineau ? Attendez, bien sûr que tout ça, il y a des choses tout à fait positives dans les questions de souveraineté. Mais la souveraineté énergétique, excusez-moi, ça me fait rigoler. On assiste à quoi? On assiste au fait que l'Allemagne nous handicape notre programme électronucléaire. Ils se sont battus pour empêcher que le programme électronucléaire français que M. Macron veut relancer, comme je ne le cesse de dire moi-même depuis des années. Vous êtes pro-nucléaire, François Asselineau ? Bien sûr, parce que c'est l'énergie, on ne connaît pas pour l'instant d'énergie qui produisent autant d'énergie propre. Les éoliennes, tout ça, le offshore... Alors, sur les éoliennes, dans mon programme, j'ai prévu un programme de moratoire et l'étude, l'analyse très concrète... On arrête les éoliennes. Un moratoire. Quel est le vrai bilan des éoliennes, tout compris, y compris en matière de terres rares, y compris en matière d'effets sur l'environnement, y compris en matière de nombre d'oiseaux qui meurent, y compris également la pollution des sols, il y a beaucoup d'oiseaux qui meurent avec les éoliennes. Oui, vous savez pas, il y a des centaines d'oiseaux qui meurent avec les... Non, mais vraiment. Non, d'accord. Demandez à Madame Touy, vous verrez. Écoutez, je l'inviterai sur ce studio. Vous verrez, il y a beaucoup de critères à prendre en considération. Le premier d'entre eux étant que finalement, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement moche, il faut dire les choses, qui abîme les paysages, ce qui est quand même un problème aussi environnemental, et pour un bilan électrique qui n'est pas très bon. Moi, ce que je voudrais en matière énergétique, puisqu'on en parle, c'est que on continue à bien être en phase, d'une part avec la Russie,
pour avoir du gaz à bon marché, d'autre part avec la Chine pour poursuivre la coopération franco-nucléaire chinoise qui est, depuis que De Gaulle a reconnu la République populaire, qui est très très active. Moi, j'étais dans des fonctions antérieures, j'avais contribué au contrat de Daya-Bay 2 en Chine, qui était une centrale construite par Framatome. Les Chinois viennent de réaliser une prouesse technique extraordinaire, 120 millions de degrés, un nouveau soleil pendant 15 minutes. C'est la fusion nucléaire qui arrive, qui est presque à portée de main. Il faut donc que la France, c'est d'ailleurs dans le projet ITER avec Cadarache, les Chinois en font partie, il faut donc que la France continue à avoir des relations mondiales, et pas seulement européennes, des relations mondiales sur les problèmes énergétiques. Est-ce que vous pensez que la facture des Français sur ces questions énergétiques, avec un baril de Brent qui est à $118, on n'avait pas vu ça depuis 15 ans, je crois, le prix du gaz est au maximum. Est-ce que vous pensez que la facture va être très très alourdie pour les Français? Oui, vous avez raison. Vous parlez du gaz, vous parlez du pétrole, vous pourriez parler des engrais qui sont l'aluminium aussi, il y a plein de choses. De l'aluminium, du titane, etc., du nickel, du blé. Mais votre solution, ça serait quoi? Tout ça vient de ces sanctions contre sanctions. Il est là le problème. S'il faut absolument accélérer le retour à la paix, c'est d'abord pour éviter que ça dérape vers un conflit nucléaire, parce que là, je veux dire, il n'y a même pas besoin d'en parler, tellement c'est évident. Mais en plus de ça, parce que si on continue comme ça, on va endommager l'économie mondiale de façon générale. Et malheureusement, les économies occidentales vont être très probablement Et vous faites quoi alors pour les Français? Vous bloquez les prix, vous êtes de cette obédience? Je pense que sur certains produits de très grande nécessité, il faudrait effectivement bloquer les prix ou faire en sorte que l'essence coûte un argent fou maintenant. On dépasse les 2 € souvent sur le litre de samplon. Malheureusement, à cause du prix de l'immobilier dans les grandes villes, qui est dû au fait qu'il y a beaucoup d'étrangers qui sont riches, qui achètent dans les centres-villes comme à Paris, les gens sont notamment obligés d'aller de plus en plus loin. C'est la faute des étrangers riches Le prix de l'immobilier à Paris ou dans certaines grandes villes. Et donc vous faites quoi? Vous empêchez les étrangers d'acheter en France, c'est ça? C'était ce qui existait auparavant. C'était le contrôle des mouvements de capitaux. Si vous voulez, pourquoi est-ce que de plus en plus de Français de cadres moyens n'arrivent plus à se loger dans Paris? Pourquoi leurs parents pouvaient le faire et pas maintenant? C'est parce que on appelle ça des villes-mondes. Vous avez des villes dans le monde où vous avez des quantités de grandes fortunes qui essayez d'acheter un appartement avec vue sur Seine. Vous nous en direz des nouvelles. Même les cadres supérieurs français ne peuvent pas le faire. Voilà. Donc on a affaire effectivement à une montée de l'immobilier dans certaines de ces grandes villes. C'est pas la seule raison, mais c'est une des raisons qui fait que de plus en plus les gens sont obligés de travailler à 30 km. Ça leur fait des frais d'essence considérables. François Asselineau, sur la campagne électorale, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est dans un mois le premier tour de l'élection présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un vrai débat démocratique en France avec cette situation en Ukraine et que les questions qui peuvent toucher les Français, comme le pouvoir d'achat, vont être mises sur la table? Non, je pense que cette élection, de toute façon, est escamotée. Je vous le disais tout à l'heure. Oui, je vous le disais déjà en préambule. Normalement, dans une démocratie normale, les Français devraient savoir depuis le mois de novembre qui sont les candidats. Voilà. Et non pas, vous vous rendez compte qu'on va mettre les panneaux devant les écoles pour mettre les affiches dans 15 jours. Et on ne sait pas encore c'est la loi électorale, monsieur Asselineau. Attendez, tout le monde est sur la même position de départ. Non. Il y a une petite différence entre être monsieur Emmanuel Macron qui a droit à une couverture médiatique absolument gigantesque ou avec d'autres candidats que l'on nous présente comme des grands candidats, monsieur Zemmour, madame Le Pen, monsieur Mélenchon, qui ont droit à une bonne couverture médiatique. Je vous rappelle quand même que l'Arcom veille au grain. Il y aura attendez, je vous le dis, il y aura une équité du temps de parole à partir de lundi et ensuite on passera sur une égalité stricte. Vous vous souvenez, François Asselineau, vous aviez fait les débats à 12. Oui, je suis allé voir le CSA. Le problème, c'est que personne ne sait. Qui est devenu l'Arcom. Le problème, c'est que personne ne sait ce que veut dire exactement le mot équité. Ce que je sais, moi, en tout cas, c'est que on ne peut pas faire des résultats significatifs si on ne parle pas de vous dans les médias pendant 4-5 mois auparavant et s'il n'y a pas des vrais débats. Moi, je plains les candidats comme Madame Arthaud, Monsieur Poutou, Monsieur Lassalle, même Monsieur Dupont-Aignan, parce que ils auront très peu de couverture médiatique et ça va être écrasé
d'abord par les autres candidats et puis surtout par le sujet de l'Ukraine, qui fait que, bon, à mon avis, la campagne va être assez escamotée. Vous dites que Emmanuel Macron part avec un avantage certain dans cette campagne, c'est ce que vous dites en fait. Je suis pas le seul à le dire, tout le monde le sait, et c'est dramatique parce que personnellement, je suis de ceux qui ne veulent surtout pas 10 ans de Macron. Pourquoi vous voulez pas? Parce que le bilan de Monsieur Macron est un bilan qui est épouvantable dans de très nombreux domaines, sur les libertés publiques, sur les services publics, sur comment dirais-je, les avantages sociaux, sur notre politique étrangère où Monsieur Macron s'est fâché avec un nombre incalculable de pays, sur la place de la France, sur la désindustrialisation, sur la désintégration de notre politique agricole familiale, sur la désintégration de l'hôpital public. Oui, je vois que vous avez plein de griefs contre Emmanuel. Je ne suis pas comme Nicolas Dupont-Aignan, vous voyez, vous ressemblez finalement. Mais je ne suis pas le seul, vous savez. Allez vous balader en France, vous verrez ce que pensent les Français. Alors dans ce contexte, vous allez soutenir qui à la prochaine présidentielle, François Asselineau? Parce que lundi soir, normalement, le Conseil constitutionnel va dire que vous ne pouvez pas vous présenter à l'élection parce que vous n'avez pas réuni assez de parrainages. Qui vous allez soutenir? Alors moi, je vais expliquer ce qui s'est passé dans ces conditions, on verra. Et puis je réunis un bureau politique de mon mouvement politique et puis on va voir ce que l'on va faire. Mais ne soyez pas plus vous savez, on est journaliste, donc on est toujours un peu curieux, vu que vous représentez une partie. Vous n'avez pas le mot souverainiste, mais donc nous sommes un mouvement de libération nationale. Voilà, je préfère ça, parce que souverainiste, on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Voilà, ça, on a l'impression qu'ils ne veulent pas ce qu'ils savent, ils savent pas ce qu'ils veulent. Nous, on veut très très clairement, depuis 15 ans, sortir de l'Union européenne comme les Britanniques. Ça leur réussit très bien, contrairement à ce qu'on avait dit. C'est vous qui le dites. Oui, mais je le dis. C'est vous qui le dites. Mais faisons un débat, je le dis fermement. En tout cas, on fera un débat avec un économiste. Oui, tout à fait. Pour voir les résultats du Brexit. Je tiens le débat. D'ailleurs, on avait dit que les Britanniques, ce serait la catastrophe. Ils seraient isolés du reste du monde. Vous avez vu sur une affaire comme les sous-marins en Australie, ils nous l'ont mis à l'envers, comme on dit. C'est-à-dire qu'ils ont fait une alliance avec l'Australie et les États-Unis pour nous évincer. Oui, mais sauf que Nigel Farage, qui était quand même aux avant-postes de ce Brexit, en fait, il a pris la poudre d'escampette juste après. Non, mais ça, c'est un épiphénomène. La question, c'est de savoir. C'est un épiphénomène, c'était lui qui a incarné. Il y a 5 ans, on m'expliquait que le Brexit n'aurait jamais lieu et que s'il avait lieu, ce serait l'apocalypse nucléaire. En réalité, le taux de chômage est moitié moindre au Royaume-Uni qu'en France. La City londonienne est toujours la première place financière d'Europe. Les grands groupes comme Google, comme Boeing, comme Royal Dutch Shell viennent d'installer leur nouveau siège social à Londres. Et puis en matière de politique internationale, le Royaume-Uni brille de tous ses feux. Donc franchement, on nous a raconté des carabistouilles. Ce sont vos propos, les internautes vérifieront, évidemment. Oui, pourront vérifier. Exactement. Et pas seulement les internautes, vous savez, je conseille aux internautes d'aller en Royaume-Uni et de voir de leurs propres yeux ce qui s'y passe. Voilà. De même que je conseille aussi d'aller en Crimée et de voir comment ça se passe en Russie. Alors, en ce moment, c'est pas le moment. Oui, mais je conseillerais pas d'aller en Crimée en ce moment. Mais il faut connaître les pays. Il faut aller voir les pays du monde. Vous savez, moi, je suis allé dans 95 pays du monde. Il faut moi, je suis de ceux qui pensent que il faut absolument connaître l'autre et connaître les autres civilisations dans le monde du XXIe siècle. Pour faire une parenthèse sur la Crimée, imaginez que l'Allemagne demain réclame l'Alsace et la Lorraine. Vous vous battez pour garder l'Alsace et la Lorraine? Ah oui, bien sûr. Ah bah alors. Oui, mais ça, la Crimée. Oui, mais la Crimée n'a jamais été annexée par la Russie. Oui, mais entrons dans les détails. La Crimée n'a jamais appartenu à l'Ukraine. C'était auparavant un khanat musulman qui appartenait à l'Empire ottoman, qui a été rattaché par la Grande Catherine en 2014. Est-ce qu'elle 1700... appartenait à l'Ukraine? Oui, depuis 1954 seulement, lorsque Khrouchtchev, par un fait du prince, avait décidé de la transférer de la République fédérative de Russie à la République socialiste soviétique d'Ukraine. Mais c'était un cadeau complètement ahurissant. Donc fondamentalement, la Crimée n'a jamais été ukrainienne. Elle était ottomane. Juste un mot sur la campagne encore. Vous aviez dénoncé un plagiat de Jean-Luc Mélenchon sur les termes Union populaire. On en est où de cette affaire? Vous avez abandonné? Vous avez pas poursuivi la France insoumise? Parce que j'ai trouvé que M. Mélenchon a été minable. Ah, minable, carrément, c'est fort comme mot. C'est vrai ou pas? C'est vous qui... Moi, j'ai créé un parti qui s'appelle l'Union populaire républicaine. Il y a 15 ans, M. Mélenchon a repris ce terme d'union populaire. Il se livre d'ailleurs à un certain nombre de plagiats de mon programme sur certains angles. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Mais et donc moi je lui ai écrit gentiment, discrètement, disant sans doute vous avez dû... même pas une réponse, un mépris absolument d'acier. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on allait faire? On n'allait pas... Vous savez, nous sommes un parti, nous avons 0 € de dette, mais nous avons également 0 € de financement public. Nous ne fonctionnons qu'avec l'argent de nos adhérents. Je me suis dit, après tout, on ne veut pas dépenser l'argent pour un procès toujours aléatoire contre M. Mélenchon, mais franchement, je trouve ça signe une personnalité.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est zéro éthique. Merci François Asselineau d'avoir été notre invité pendant 45 minutes en direct sur Europe 1. Alors on saura lundi soir si vous avez vos parrainages. Je le rappelle quand même que vous êtes candidat de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Merci d'avoir été avec nous sur Europe 1 dans Europe Soir Week-end. Nous on se donne rendez-vous demain. Et tout de suite, c'est le journal avec Sophie.